Bonjour les petits moulitrons, aujourd'hui une vidéo d'introduction à la complexité algorithmique. Titre qui peut faire un peu peur aux débutants et pourtant c'est une vidéo accessible aux débutants. Elle est nécessaire pour comprendre les 2 prochaines vidéos de la chaîne et sans doute d'autres qui sortiront plus tard. Mais attention, cette vidéo d'introduction à la complexité algorithmique ne remplace absolument pas un cours complet sur le sujet. Je suis même pas sûr qu'il pourrait exister un cours complet sur le sujet. Un livre, même épais, n'y suffirait pas. Mais disons que cette vidéo n'a même pas la prétention de remplacer un cours universitaire mettons, de première année sur le sujet. En revanche, une petite partie d'un tel cours pourrait tout à fait ressembler à ce qu'il y a dans cette vidéo. Il y a quelques prérequis pour comprendre cette vidéo. Par exemple, il faut savoir ce que sont une variable, une valeur, un type, une boucle, une fonction, un tableau. Bon. Mais il y a aussi un prérequis mathématique que je vais vous donner maintenant. Donc en fait, ce n'est pas vraiment un prérequis. Bon. Alors, si je considère deux nombres réels x et y étant strictement positif, dire que 2 puissance x égale y est équivalent à dire que x est le logarithme à base 2 de y. Ne partez pas, attendez. Si pour vous c'est du chinois, attendez le bas de la page. Autrement dit, le logarithme à base 2 est une fonction définie sur 0 plus l'infini, comme la fonction réciproque de l'exponentielle de base 2. Non, mais c'était pour rire, ne partez pas, ça va être plus clair avec la page suivante. Regardez, on prend x, un réel positif, ou nul. On le met au carré, ça donne x au carré. Si vous avez suivi ce que je viens de dire là, vous devriez comprendre le reste de cette page. Ce x au carré, je l'appelle y. Si je veux, ça ne change rien. Je fais remarquer que y est lui-même supérieur ou égal à 0, puisque vous savez que le carré de tout réel positif est lui-même positif. Ok, même le carré de tout réel est positif, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse là tout de suite. Maintenant, je pose la question. Si on me donne la valeur de y, comment est-ce que je trouve celle de x? Eh bien, je prends la racine carrée de y. La racine carrée est une fonction mathématique qui, en quelque sorte, annule l'effet de la fonction mise au carré. On dit que la racine carrée est la fonction réciproque de la fonction carrée. Eh bien, ce que j'expliquais sur la page précédente, c'est aussi une histoire de ce genre-là. Je considère un réel quelconque x, je calcule son exponentielle à base 2, c'est-à-dire 2 puissance x, et j'appelle également cela y. Ne confondons pas x puissance 2 et 2 puissance x. Là, c'est bien 2 puissance x. Je fais remarquer que, cette fois encore, y, lui, est positif. Il est même strictement positif. Si on veut être vraiment rigoureux, il faut le dire. Petite coquille de ma part, vous allez voir dans la suite de la vidéo, il y a d'autres erreurs, mais heureusement je les ai vues au moment de faire le montage. Et même avant pour certaines. Je fais remarquer que, cette fois encore, y, lui, est positif, même si x est négatif. Par exemple, si je prends x égale à moins 3, j'obtiens y égale 2 puissance moins 3, et 2 puissance moins 3, vous savez depuis la quatrième que ça fait un huitième. Et je repose la même question. Si on connaît la valeur de y, comment en déduire celle de x? Cette fois, ce n'est pas la racine carrée de y, la réponse, c'est ce qu'on appelle le logarithme à base 2 de y. Logarithme à base 2, c'est une fonction mathématique qui fait le contraire du calcul de 2 puissance x. Et si c'est toujours pas bien clair à vos yeux, on va aller dans les exemples carrément. 2 puissance 5, ça fait 32. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait 32. C'est équivalent à dire que le logarithme à base 2 de 32 est égal à 5. Je passe 5
dans la fonction 2 puissance x, ça donne 2 puissance 5, ça fait 32. Inversement, si je fais passer 32 dans la fonction logarithme à base 2, ça donne 5. En informatique, on emploie souvent le logarithme à base 2 au point que parfois on écrit log tout court pour, en fait, désigner le logarithme à base 2. Vous savez que généralement, en maths ou en physique, log tout court, c'est le logarithme à base 10. Vous le savez ou vous ne le savez pas, peu importe, aujourd'hui, on ne va parler que de logarithme à base 2. Autre exemple, avec des nombres un peu plus grands, 2 puissance 20, ça fait 1 048 576. Vous pouvez vérifier avec votre calculatrice si vous voulez. Je peux donc dire le logarithme à base 2 de 1 048 000 blablabla, c'est 20. Le logarithme à base 2 est une fonction qui croît très lentement pour de grandes valeurs de y. C'est quoi y? Eh bien, par exemple, y c'est ça, c'est 1 048 576. En fait, je peux prendre des valeurs de y très très grandes. Quand je calcule leur logarithme à base 2, ce sont assez rapidement des nombres qui sont vraiment beaucoup plus petits. On peut même aller plus loin et dire que la fonction log à base 2 croît de plus en plus lentement. Et oui, vous avez compris que dès que je multiplie par 2, j'ajoute que 1 au log à base 2. Le logarithme à base 2 du double de 1 048 576, c'est seulement 21. Je n'ai ajouté que 1 à droite de mon signe égal. Cette fonction croît super lentement dès que les nombres y sont un peu grands. Eh bien, si c'est important pour la suite. Imaginons l'histoire suivante, histoire qui pourrait très bien être une histoire vraie. Nous avons une liste de n éléments. Je ne sais pas ce que sont ces éléments, peu importe. Et nous connaissons un super algo qui peut trouver n'importe lequel des n éléments en faisant seulement logarithme de n opérations. Voilà, je précise plus à base 2, je dis juste logarithme maintenant. C'est très intéressant parce que, d'après ce qu'on a vu sur la page d'avant, s'il y a 1 million d'éléments, si n vaut 1 million, il suffit de faire 20 opérations pour trouver un élément particulier parmi ce million d'éléments. Rendez-vous compte, on a 1 million d'éléments sous la main. En rechercher un, on pourrait supposer que ça va nous coûter en moyenne 500 000 essais. Eh bien non, grâce à SuperAlgo, en 20 essais seulement, on est sûr d'arriver à atteindre notre objectif. On peut considérer que SuperAlgo est une foudre de guerre. Un tel algorithme, dans beaucoup de scénarios possibles dans la vie d'un programme informatique, sera considéré comme super rapide, au moins en principe. Étudions d'abord un algo qui n'est pas SuperAlgo, mais il faut d'abord parler de celui-ci. Cet algorithme-ci, c'est la recherche linéaire dans un tableau de taille n. Alors, je l'ai baptisé dans cette vidéo recherche linéaire, mais je crois qu'un meilleur nom, ce serait recherche séquentielle. C'est pas grave. Voici un tableau de 8 éléments, donc on est dans le cas où n égale 8, mais évidemment, ce qu'on explique là peut se généraliser à n'importe quelle valeur de n, tant qu'à faire strictement positive, sinon la question n'a aucun sens. Le contenu du tableau 4, 8, 7, 6, 0, 5, 1, 5, ça peut représenter n'importe quoi et ça n'a pas d'importance. J'ai mis 2 fois 5 pour préciser que dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, il est possible d'avoir 2 fois la même valeur dans le tableau. Cet algorithme de recherche linéaire prend en entrée l'élément qu'on cherche dans le tableau. Par exemple, on pourrait chercher 6. Et en sortie, elle nous donne le numéro de la case qui contient une des occurrences de l'élément cherché. Donc par exemple, si on recherche le 6, l'algo de recherche séquentielle doit répondre que l'élément 6 se trouve dans la case numéro 3.
Oui, il est moins bavard que ça. Il répondra juste 3. Vous avez raison. Ou -1 si l'élément ne figure pas dans le tableau. Par exemple, si je cherche 42, eh bien, il n'y a pas 42 dans les valeurs en bleu du tableau. Donc, dans ce cas, l'algorithme va donner comme réponse -1. -1 n'étant pas un numéro de case valide, on est censé comprendre que si on reçoit -1, c'est qu'en fait, on cherche quelque chose qui ne figure pas dans le tableau. Ce choix de retourner une valeur particulière, et en l'occurrence strictement négative, pour dire l'élément n'est pas dans le tableau, c'est un choix discutable, c'est de la programmation vieille école, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, peu importe, sachez que même si ça vous plaît pas, ça n'enlèvera rien, je viens de dire rien du tout, à l'intérêt du reste de la vidéo. Remarque un petit peu plus avancée. Le tableau peut être un tableau d'entier, j'écris entier au lieu d'entier, désolé, comme c'est apparemment le cas sur mon exemple, mais ça pourrait très bien être un tableau de T étant un type quelconque dans lequel il y a une clé entière. À ce moment-là, les valeurs en bleu, ce sont les valeurs de clé du type T, enfin des objets, des éléments de type T qui sont stockés dans le tableau. Si cette remarque vous perturbe, considérez que c'est forcément un tableau d'entier, ça ne vous empêchera pas de comprendre la suite de la vidéo. Et puis, on peut même aller encore un peu plus loin pour ceux qui peuvent et qui veulent. Ça peut être un tableau de type T dans lequel il n'y a pas forcément une clé entière, mais à partir du moment où on connaît un ordre sur le type T, on ne va pas se battre aujourd'hui pour savoir si l'ordre doit être total ou pas. Il me semble que oui, intuitivement, mais peu importe. À partir du moment où on a un ordre pour le type T, ce qu'on discute aujourd'hui a toujours de l'intérêt. Oui, il faut que l'ordre soit total, sinon bon courage pour appliquer SuperAlgo. Voici à quoi peut ressembler, si on l'écrit en langage algorithmique, une fonction de recherche séquentielle dans un tableau. On a un premier paramètre que j'ai baptisé tab, qui est un tableau d'objets de type T de taille n, c'est-à-dire un tableau à n éléments. Et deuxième paramètre, v, un entier qui est la valeur qu'on cherche dans le tableau. La fonction retourne un entier qui vaut -1 dans un cas précis qu'on a déjà évoqué et qui donne sinon le numéro de case dans laquelle une occurrence de V se trouve dans le tableau. Alors, dans le cas où V figure plusieurs fois dans le tableau, comme avec le nombre 5 tout à l'heure, que fait la fonction exactement? Est-ce qu'elle retourne la première occurrence trouvée? Est-ce qu'elle fait autre chose? Eh bien, si on n'en dit pas plus, le programmeur qui écrit la fonction a le choix. Dans mon cas, j'ai décidé qu'on parcourait le tableau du premier élément au dernier, donc en principe, on va retourner l'index, le numéro de case, de la première occurrence trouvée. Et je dis en principe, mais en fait non, c'est pas seulement en principe, c'est exactement ça. Donc, on a en dehors des paramètres une troisième variable locale qui s'appelle i. Est-ce qu'on considère que n est une variable dans l'affaire? On peut, c'est du langage algorithmique, c'est un peu particulier. Donc, une petite boucle, pour i allant de 0 à n-1, on va considérer qu'on se sert d'un langage dans lequel les tableaux sont indicés à partir de 0. Si tab de i.clé est égal à la valeur qu'on cherche, ou alternativement, juste si tab de i est égal à v, encore une fois, oubliez cette histoire de clé si ça ne vous parle pas pour le moment, alors retournez i. Voilà, on a trouvé la bonne valeur, elle est dans la case numéro i, on retourne i, donc on retourne le bon numéro de case. Je rappelle que quand on fait return, l'exécution de la fonction s'arrête. Donc la boucle, si elle n'était pas arrivée à sa dernière itération, elle s'arrête quand même. Je rappelle ça, parce que si on a oublié ça ou si on ne l'a jamais compris, on ne peut pas comprendre ce que je vais dire maintenant, à savoir, si la boucle termine son exécution normalement, eh bien, il faut retourner -1 pour dire qu'on n'a pas trouvé l'élément V dans le tableau. Question maintenant. Combien de cases du tableau lit-on avant que la fonction termine son exécution? C'est-à-dire avant qu'un return, n'importe lequel, provoque l'arrêt de l'exécution de la fonction. Au minimum, une case. Il suffit pour ça que l'élément soit dans la première case du tableau
ou que le tableau ne contienne qu'une case. En moyenne, n sur 2. Et au maximum, n. Au maximum, on parcourt tout le tableau entier, soit parce que l'élément qu'on cherche est dans la dernière case, soit parce qu'il ne figure pas du tout dans le tableau. Alors, savoir que la réponse à cette question est au minimum 1, ça n'a aucun intérêt. En revanche, savoir que c'est au maximum n et en moyenne n sur 2, ça a de l'intérêt parce que c'est ça qui va nous permettre d'imaginer a priori si c'est un algorithme plutôt rapide ou plutôt lent. En tout cas, si on le compare à d'autres algorithmes, il ne s'agit pas de dire c'est rapide dans l'absolu ou lent dans l'absolu. On peut avoir une idée comme ça, a priori, avant de l'implémenter et de l'exécuter et de le tester. Le nombre d'opérations à faire, on le constate, est proportionnel. Alors, EL, c'est le nombre. Désolé, c'est déjà la deuxième faute ou oubli que je remarque sur mes slides. Désolé. Bref, le nombre d'opérations à faire est proportionnel à la longueur du tableau. Et peu importe la valeur exacte du coefficient de proportionnalité. Par exemple là, si on se demande combien il faut au maximum, la réponse c'est n. Donc c'est proportionnel à la taille du tableau avec un coefficient 1. Et en moyenne, ce sera n sur 2 qui est proportionnel à la longueur du tableau avec un coefficient 1,5. On dit que l'algorithme a une complexité en temps linéaire. On parle de complexité en temps parce que cette affaire-là, ça sert à évaluer le temps d'exécution. Mais souvent, on dit complexité tout court pour dire complexité en temps, même s'il existe d'autres types de complexité. On peut employer une dénotation de Landau, je le dis pour les personnes qui connaissent ces notations, grand O de n, θ de n et d'autres. Alors, les notations de Landau, on ne va pas aujourd'hui expliquer ce qu'elles signifient, ni dans quel cas vaut mieux utiliser plutôt grand O ou plutôt θ par exemple. Et maintenant, on va parler de superalgo. On va dévoiler d'abord son vrai nom, recherche dichotomique dans un tableau de taille n. Je reprends le même tableau que tout à l'heure. Alors non, c'est pas le même. Il contient les mêmes valeurs en bleu, mais elles ne sont pas dans le même ordre. Cette fois, le tableau est trié par ordre croissant des valeurs. La recherche linéaire fonctionne toujours. On peut l'appliquer à n'importe quel tableau. Mais la recherche dichotomique fait la même chose en seulement log de n opérations. C'est-à-dire que si le tableau contient 1 million d'éléments, il suffira de faire 20 tentatives, et non 1 million ou 1 million sur 2 en moyenne. 20 tentatives maximum suffiront. Mais ça ne fonctionne que si le tableau est trié. Si pour une raison quelconque vous ne pouvez pas le trier, il faudra que vous vous contentiez de la recherche linéaire qui est plus lente. Et s'il n'est pas trié, mais que vous pouvez vous permettre de le trier, c'est très bien. Mais trier le tableau, ça aussi, ça prend du temps. Bref, quand on programme, il faut toujours réfléchir à toutes les contraintes qu'on a avant de faire des bons choix. Le principe de la recherche dichotomique est le suivant. Voici mon tableau. Je note le numéro de la case du début, le numéro de la case de fin, donc concrètement D vaut 0 et F vaut n-1. Puis je calcule M qui est D plus F sur 2, c'est-à-dire la moyenne entre D et F, c'est-à-dire le milieu du segment DF en quelque sorte. Bon, dans ce cas précis, je trouve 3,5. On va tronquer à 3 parce que M est un nombre entier, ok. Donc si je m'intéresse à ce qui se passe dans mon tableau, M se trouve ici. M vaut 3 qui est l'indice de cette case. Or, dans cette case, il y a un 5. Oui, ça se voit à la ligne au-dessus et non à la ligne qui est encore vide. Il y a un 5. Imaginons qu'on soit en train de chercher le 6, comme je le proposais tout à l'heure. Eh bien, dans ce cas, le nombre qu'on cherche est plus grand que celui qu'on vient de trouver, puisqu'on vient de trouver un 5. Et si le nombre qu'on cherche est plus grand, on sait qu'il faudra forcément le chercher vers la droite de l'endroit où on se trouve. Parce que le tableau est trié, vous comprenez qu'il faut qu'il soit trié. Donc, comment faire pour dire que dans la suite des opérations, on va chercher à droite de M? Eh bien, il suffit de dire la valeur de F ne change pas. En revanche, D devient égal à M plus 1.
ça, on continue. Il y a une boucle dans l'algo, on continue. On a un nouvel intervalle df dans lequel on va poursuivre la recherche et on peut faire abstraction de la moitié des valeurs. Grâce à ce principe, à chaque étape, on élimine la moitié des valeurs qui nous restent. Donc, c'est pour ça qu'on est loin d'être obligé de regarder toutes les cases une par une. Selon les cas, on va éliminer tout ce qui se trouve à droite de la partie qu'on est encore en train d'observer ou tout ce qui se trouve à gauche de la partie qu'on est encore en train d'observer. Mais ça n'empêche pas que la taille de la partie qu'on est encore en train d'observer, à chaque itération de la boucle, va être divisée par 2. Vous comprenez comment ça se fait que le nombre d'opérations nécessaires sera de l'ordre du logarithme à base 2 de n. Et si c'est pas encore totalement clair pour vous, ça va pas tarder. Mais d'abord, on va voir à quoi ressemble l'algorithme en lui-même si on l'écrit. La fonction recherche dichotomique prend les mêmes paramètres et retourne le même type de données que la recherche séquentielle, on s'en doutait. On a besoin de 3 variables locales supplémentaires, début, fin et milieu, des entiers. On initialise d à 0, f à n-1 et m à d plus f sur 2. Ensuite, il y a une boucle tant que, pour l'instant, on va passer sous silence la condition. Donc, si l'élément m du tableau est plus petit que la valeur qu'on cherche, comme dans l'exemple de la page précédente, il faut regarder à droite, autrement dit, d prend la valeur m plus 1 et f ne change pas. Sinon, si l'élément qu'on regarde est plus grand que la valeur qu'on cherche, ça veut dire qu'il faut au contraire aller voir à gauche. Dans ce cas, c'est D qui ne change pas, mais c'est F qui devient M-1. On se place immédiatement à gauche du milieu. Sinon, bien, il nous reste que le cas où l'élément qu'on regarde, c'est la valeur qu'on cherche. Dans ce cas, on retourne M directement, ça arrête l'exécution de la fonction, et on sait qu'on a la bonne réponse. Si ce sinon ne s'exécute pas, on remet à jour la nouvelle valeur de m et on continue l'exécution de la boucle. On la continue aussi longtemps que d est inférieur ou égal à f. Pourquoi? Vous pouvez le vérifier en faisant quelques exemples à la main, ou vous pouvez chercher à le démontrer rigoureusement, mais là c'est plus difficile. Si vous cherchez avec cet algorithme-là dans un tableau trié, encore une fois il faut qu'il soit trié, sinon le résultat est indéterminé. Si vous cherchez dans un tableau trié un élément qui ne s'y trouve pas, au bout d'un moment, D deviendra strictement supérieur à F, ce qui entraînera l'arrêt de cette boucle tant que, et dans ce cas-là, et dans ce cas-là seulement, vous devrez returner -1. Ce qu'on compte dans le cas d'une recherche dichotomique, c'est le nombre d'itérations de notre boucle avant que la fonction termine son exécution. Si on a une seule itération, on peut traiter un tableau à une seule case. J'écris 2 puissance 0 parce que 1 c'est égal à 2 puissance 0. Voilà, on regarde le contenu de la case, soit c'est le nombre qu'on cherche et on return 0, soit c'est pas le nombre qu'on cherche et on return -1. Mais on est quand même obligé de lire le contenu de la case. Donc il y a bien une itération, il n'y en a pas 0. Maintenant, si on fait une itération de plus, on peut regarder un tableau 2 fois plus long. Ce qui veut dire qu'avec 2 itérations, on traite un tableau à 2 puissance 1 case. Avec 3 itérations à 2 puissance 2 cases, etc. De façon plus générale, si notre algo a M comme maison, itération, eh bien, on peut chercher par recherche dichotomique un élément dans un tableau trié de 2 puissance M plus 1 case. J'écris M plus 1? Non, c'est M-1. Il y a beaucoup d'erreurs, décidément, dans mes slides. Or, si n, c'est la taille du tableau, je le rappelle, est égal à 2 puissance m plus 1, non, c'est m moins 1, alors m plus 1 est égal au logarithme à base 2 de n. C'est ce qu'on a expliqué au début de la vidéo. On a donc bien une complexité algorithmique de l'ordre de log 2 de n. Et que ce soit m-1 ou éventuellement m au lieu de m plus 1, ça ne change pas grand-chose en termes de temps d'exécution. Pas pour des grandes valeurs de n, du moins. On parle donc de complexité logarithmique. Alors, ne confondez pas les mots algorithme et logarithme et ne confondez pas
les mots algorithmique et logarithmique. La complexité algorithmique, en temps pour être plus précis, c'est en gros le nombre d'opérations que l'algorithme va devoir faire avant de donner sa réponse. Avec la recherche séquentielle, on dit que la complexité algorithmique est linéaire parce que le nombre d'opérations est de l'ordre de grandeur de n. Alors que dans le cas d'une recherche dichotomique, on ne dit pas qu'elle est linéaire, mais qu'elle est logarithmique parce que cette fois, le nombre d'opérations à faire est de l'ordre du logarithme à base 2 de n. C'est bête quand même de ma part d'avoir mis m plus 1 au lieu de m moins 1. Hein. La suite. Quelques exemples de complexité algorithmique. Ce qu'on note, état de 1, grand taux de 1, selon les cas, c'est ce qu'on appelle une complexité en temps constant ou une complexité constante. Par exemple, connaître la taille d'un tableau. Le tableau peut être aussi grand qu'on veut. Le simple fait d'accéder à la valeur de n, ça se fait immédiatement. Donc, le fait qu'on note ça grand taux de 1 ou θ de 1, ça ne veut pas dire que ça prend une seule instruction du microprocesseur d'accéder à la taille du tableau. Mais ça veut dire que ça prend un nombre constant d'opérations. Quelle que soit la valeur exacte de ce nombre d'opérations, il est le même quelle que soit la taille du tableau. Oui, j'entends quelques programmeurs C là qui protestent et qui disent non, mais les chaînes standards du langage C avec leur caractère nul terminal, on ne peut pas connaître la longueur d'une chaîne en temps constant. Non, on ne peut pas. C'est une des exceptions à cette règle et c'est une des raisons pour lesquelles, et vous le savez, les chaînes standards du langage C ne sont pas excellentes pour tous les usages possibles. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de s'en servir. D'ailleurs, on s'en sert dans tous les cas où c'est pas gênant. Deuxième type de complexité, la complexité dite logarithmique. Exemple, recherche dichotomique dans un tableau trié. Exemple, insérer un élément dans un tas binaire. Les tas binaires sont une structure de données assez intéressante dont on va parler dans une des prochaines vidéos. Ou dans un tas binomial, structure de données encore plus intéressante, un peu difficile à comprendre. On y consacrera aussi une vidéo. C'est promis. Parce que c'est génial comme invention. Vraiment. La complexité linéaire quand le nombre d'opérations à faire est proportionnel à la taille des données. Exemple, la recherche séquentielle dans un tableau, trié ou non, ou mettons dans une liste chaînée. CF, autre vidéo que j'ai consacrée récemment aux tableaux et aux listes chaînées. Je mets les liens dans la description. Attention, contrairement à celle-ci, elles ne sont pas conçues pour les débutants. Elles démarrent assez doucement, c'est vrai, mais au bout d'un moment, le débutant sera perdu et c'est totalement normal. Il ne sera pas perdu parce qu'il est nul et qu'il ne deviendra jamais bon. Non, non, il est perdu parce qu'il n'a pas encore les prérequis qu'il faut. C'est aussi simple que ça. Donc vous pouvez toujours noter, si vous êtes débutant, que ces vidéos existent en vous disant que vous irez les écouter un jour. Par exemple, vous notez que là, plus on va du haut en bas de la page, plus la complexité augmente, ce qui n'est pas positif. Et oui, et plus le nombre d'opérations à faire est grand, plus l'algo est en principe théoriquement lent, à taille de données à traiter égale, évidemment. Et encore, c'est très théorique seulement. Complexité en n fois log de n. Exemple, le tri d'un tableau. Oui, la recherche dichotomique, c'est très rapide, mais il faut d'abord avoir payé le coût du tri du tableau. Ou fusion de deux tas binaires. On reparlera des tas dans un avenir vraiment proche, je le répète. Sachant que la fusion de deux tas binomiaux peut se faire seulement en temps logarithmique, en log de n, au lieu de n fois log de n. N fois log de n, c'est pas beaucoup plus grand que n.
mais c'est quand même plus grand que n. Et surtout, n log de n, c'est beaucoup plus grand que log de n. C'est pas beaucoup plus grand que n, mais c'est beaucoup plus grand que log de n. L'état binomiaux, oui, c'est génial, je vous le dis. Complexité en n au carré, la complexité quadratique, c'est le cas du tri d'un tableau. Ici, c'est ce qu'on appelle les algos de tri lents. Les algos de tri qu'on qualifie de rapides, ils sont en n log de n, mais ils sont un peu plus durs à comprendre et à écrire que ceux qui sont en n au carré. Alors attention, parce que n au carré, ça croît beaucoup plus vite que n log de n. Ah oui, il y a beaucoup de cas en pratique où des algos en n carré sont déjà trop lents. Bon, il y a beaucoup d'autres types de complexité. Il existe même des choses inimaginables en la matière, sans compter que évaluer la complexité d'un algorithme, dans tous les exemples qu'on a évoqués aujourd'hui, ça se fait en fonction d'une seule variable que j'ai notée n. Mais parfois, ça peut dépendre de plusieurs variables à la fois. Ici, c'est la dernière page. Si vous avez tenu jusque-là, vous pouvez écouter jusqu'à la fin. Écoutez les vidéos annonces de la chaîne, ce sont les plus importantes parce qu'elles expliquent le fonctionnement, les objectifs et les règles de la chaîne. Bientôt, nous expliquerons sur cette même chaîne l'état binaire, une structure de données que tous les développeurs devraient connaître, puis l'état binomiaux, juste parce que c'est génial, même si c'est un peu compliqué et très particulier, il n'y a pas besoin que tous les développeurs connaissent cette structure de données. Cela dit, rien que si vous savez qu'elle existe, ça peut éventuellement vous servir un jour. En revanche, nous ne parlerons pas, je ne dis pas qu'on le fera jamais, mais je ne prévois pas de le faire, nous ne parlerons pas d'état de Fibonacci. L'état de Fibonacci, ce sont des tas binomiaux encore plus particuliers qui ont un avantage qui est tellement particulier que je suis personnellement content de savoir que ça existe, mais je n'ai pas de raison de les implémenter et de les tester de sitôt. Contrairement aux tas binomiaux, je peux vous dire qu'on a vraiment de quoi reparler des tas binomiaux bientôt. Allez mes petits moulitrons, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a intéressé, et sur ce, je vous dis à bientôt.